J'ai retrouvé des cas où il y avait des cousins de la même famille qui n'habitaient pas le quartier, qui se battaient. Donc même les liens du sang, pour certains, sont relégués derrière le lien, l'attachement au quartier, l'attachement au groupe. Ne dites pas que c'est gratuit. C'est gratuit, c'est une violence gratuite. Il n'y a aucune violence gratuite. L'adjectif gratuit pour qualifier des violences parle surtout de celui qui l'utilise. Quand quelqu'un dit gratuit, il faut entendre « je suis ignorant » ou « je ne sais pas ». Voilà. Quand on ne sait pas, ou quand on veut évacuer une signification du « oui, c'est gratuit », non, il n'y a rien de gratuit. Il y a toujours une rationalité. Même si elle est condamnable, il y a une rationalité. Donc pourquoi il y a plusieurs dimensions à prendre en compte là. D'abord, en termes de finalité, c'est quoi qui est en jeu? Il y a un capital qui est en jeu. Ce n'est pas un capital matériel, c'est un capital immatériel qui s'appelle la réputation. La réputation, l'honneur, c'est-à-dire une forme d'hégémonie, de domination, mais elle est symbolique. Et ce capital immatériel, il est extrêmement important pour les adolescents qui y sont attachés. Le quartier, le groupe, le fait de dominer, ça leur apporte des formes de gratification. « Oh, t'es un ouf, oh, bravo, oh, ce que t'as fait, oh, regarde la vidéo, c'est toi là, oh, t'es un ouf, oh, franchement, t'as pas peur. » C'est ce qu'ils entendent, en fait. Et c'est pas seulement leur petit groupe de copains. C'est leurs copains, leurs voisins, c'est au collège, c'est au lycée, c'est au club de sport, c'est dans les villes voisines, c'est dans l'agglomération. Et puis maintenant, avec les réseaux sociaux, le niveau de viralisation fait que on peut faire parler de soi sur tout le territoire national. Donc, retenez bien ça, hein, et faites le lien maintenant entre cet enjeu de réputation et les trajectoires scolaires. C'est maintenant qu'il faut comprendre le mécanisme de compensation qui est en jeu. Les excellents élèves ne sont pas engagés dans les rivalités de quartier, ou très à la marge. C'est pas pour eux. Pourquoi? Ils habitent le même quartier. Pourquoi? En fait, leur haut niveau, leur bon niveau de scolarité, ou bien ça peut être des gens qui sont très bons au sport, ou bien qui sont très bons dans les activités culturelles, ou bien qui sont très bons à aller dans les jeux vidéo, je prends un exemple comme ça. Ils ont un domaine de compétences, c'est-à-dire ils accèdent à une forme de reconnaissance pour les adultes, ou pour leurs pairs. Le souci, c'est que l'échec scolaire a deux conséquences pour les adolescents. C'est qu'ils perdent l'estime à la fois des enseignants, même si les enseignants sont gentils, ils sont bienveillants. Bon, bah, la note, c'est quand même 3 sur 20. La note parle, c'est un verdict. Ou 7 ou 8, et puis il peut mieux faire en grande difficulté, il faut penser une orientation. Je suis en train de vous raconter mes bulletins là. Mais c'est ça en fait, fondamentalement. C'est des verdicts négatifs qui touchent à l'intérieur. Donc on ne va pas accéder à la reconnaissance chez les enseignants si on est en grande difficulté. L'autre côté, c'est, comment dire, l'autre acteur qui valorise et qui permet de se narcissiser en tant qu'enfant et adolescent, c'est les parents. C'est à la maison. Sauf que quand on n'est pas bon à l'école, les parents le font payer. Parce que les parents sont très attachés à la réussite scolaire, que ce soit dans les milieux populaires ou ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais tout le temps, hein, c'est que quand il y a l'échec scolaire, il y a aussi une forme de déclassement au sein de la maison, souvent dans la fratrie. On devient rapidement le mauvais objet de la maison quand on n'est pas bon à l'école. Et quand on n'est pas bon à l'école et qu'on pose des petits problèmes de discipline, c'est encore pire. Donc, on est mauvais objet à la maison, on est mauvais objet à l'école. Il faut bien devenir un bon objet quelque part. C'est vital en termes d'estime de soi, d'équilibre psychologique et j'ai envie de dire d'équilibre social aussi. Qui n'a pas besoin de reconnaissance dans cette salle? Qui n'a pas besoin de sentir qu'on est une personne de valeur aux yeux de quelqu'un? Qui peut vivre sans ça, en fait? Je ne sais pas. C'est-à-dire que les cabinets de psychologues sont remplis de personnes qui sont à la recherche ou qui doivent gérer les effets de ça. Donc, tout ça pour dire que le groupe, la rue... Bonjour.
Il n'y a pas de souci. Le groupe La Rue vient apporter ça. Voilà, vient apporter ça. Vient dire, écoute, bon, La Rue ne parle pas, les potes ne disent pas comme ça, mais de dire, bah, avec nous, il y a tout un catalogue de comportements qui te permet d'accéder à une forme de reconnaissance. On fait des conneries ensemble, on transgresse, la logique de bande, et la transgression, c'est puissant. Voilà, ça a des effets de compensation. Donc là, pour ces jeunes-là, fondamentalement, c'est ça qui est en jeu. Hein. C'est ça qui est en jeu. Et puis derrière ça, bon, c'est pas qu'une logique de réputation. Derrière la réputation, c'est des logiques de respectabilité. Des enjeux des systèmes de normes, c'est aussi participer aux embrouilles, c'est se conformer à l'injonction au virilisme qui pèse sur les jeunes garçons. C'est ça aussi. C'est se conformer à l'injonction au virilisme, notamment dans les quartiers populaires. Quand je dis quartier populaire, je dis dans la rue. Parce que cette injonction, elle pèse pas sur toutes les épaules. À la maison, vous voyez, ou à l'école. Mais dans la rue, dans l'espace public de la rue, il y a une injonction au virilisme qui est très très forte et auquel les jeunes doivent se conformer pour montrer que c'est des vrais gars, quoi. Des gars qui ont de la valeur, qui ne se laissent pas faire, etc. Et cette injonction, je peux vous dire qu'elle pèse lourd et elle encombre la vie sociale de plein de jeunes garçons qui n'ont pas d'appétence pour la mise au défi, pour la réponse aux défis qui peuvent être plus cérébraux, plus calmes, plus doux, et qui aimeraient pouvoir vivre leur masculinité à eux sans répondre à cette injonction. Mais cette injonction, elle est très forte, et cette injonction, elle est d'autant plus forte que, pour le coup, vous ne pouvez pas y échapper. Quand je dis vous ne pouvez pas y échapper, c'est que, je reviens à la question des scolarités, à un moment donné, quand vous n'êtes pas bon à l'école, c'est dans les logiques de bande, de rue, que vous allez vous affirmer, et là, la logique viriliste, elle est extrêmement forte. Donc c'est une partie du problème. Et parfois, cette partie du problème-là, elle est construite également à la maison. Elle est construite en partie à la maison. Il y a beaucoup de parents qui, pour éviter que leurs enfants ne soient pas adaptés, ce n'est pas une passion pour le virilisme, mais pour que leurs enfants ne se fassent pas marcher dessus, les poussent à être durs, à répondre, à faire de la boxe, à se battre, à... voilà. Et ben en fait, ça participe de la socialisation à l'embrouille. Ça participe de la socialisation à l'embrouille. C'est entériné. Et souvent, les parents le font, pas parce qu'il y a une passion, mais juste pour éviter que leurs enfants se retrouvent en grande difficulté. Et c'est tout à fait, ça veut dire, c'est rationnel comme démarche. C'est rationnel et ça participe de la reproduction, la socialisation à l'embrouille. C'est aussi ça qui doit être mis en question. Que ce soit dans les familles et dans la rue, c'est cette espèce de pression qui pèse sur les épaules de beaucoup de jeunes garçons et qui est parfois trop lourde pour eux. Qui les écrase. Et quand je dis à la maison, il y a de la socialisation à l'embrouille, elle passe parfois par la violence à la maison. Bien sûr qu'il n'y a pas de châtiment corporel dans toutes les maisons, mais il y a des maisons où il y a du châtiment corporel, parfois très dur, répétitif, et ça a comme effet que la violence physique devient un langage, un mode de régulation pour obtenir quelque chose, pour imposer quelque chose. Ça devient un langage social tout à fait normalisé parce qu'il est incarné par ceux qui sont très significatifs, c'est-à-dire les parents, ou les personnes, ou les référents éducatifs, les frères et sœurs, etc. On a des adolescents, en fait, ils prennent tellement de coups, des enfants, des adolescents, ils prennent tellement de coups qu'en fait, ils arrivent à l'école ou au collège, ils ont le cuir solide déjà. Leur corps a intériorisé un niveau de violence et ils sont capables d'encaisser. Donc ils sont préparés. Ils sont préparés. Il y a des jeunes qui ne sont pas préparés du tout parce qu'ils n'ont pas encaissé autant. Il y en a, ils sont préparés, ils ont le cuir solide. Donc c'est aussi une réflexion qui fait partie du phénomène. Mais c'est pas les rivalités de quartier, je vais terminer avec ça, c'est pas que des choses qui renvoient à des phénomènes... il y a du positif dans le négatif. Je vais le dire comme ça. Parce que l'attachement au quartier, c'est pas un problème en soi. L'attachement au quartier, c'est pas un problème en soi. C'est l'attachement conflictuel qui a un problème. Mais l'attachement au quartier, c'est pas un problème en soi. Ils sont attachés à leur quartier pour plein de bonnes raisons.
Parce qu'il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, le voisinage, les lieux de l'enfance, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup d'éléments positifs de l'expérience qui font qu'on est attaché à ces quartiers-là. Et on parle de quartiers où le niveau de densité, c'est-à-dire le nombre de populations au kilomètre carré est plus important, et l'intensité des relations est aussi beaucoup plus importante qu'ailleurs. C'est des petits villages. Donc ça ne laisse pas indifférent, pour le meilleur et comme pour le pire. Parfois on a envie de souffler un peu, mais il y a tout le voisinage qui vous regarde accrocher vos affaires. On a envie d'un peu d'anonymat, mais en même temps, on sait qu'il ne nous faut pas plus de 10 minutes pour trouver des bras pour nous aider à monter un meuble. Ça, hein, le lien. Derrière ça, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Et les embrouilles, c'est aussi beaucoup d'entraide et de solidarité. Donc l'une des questions, c'est pas de casser l'embrouille, de casser l'entraide, de casser la solidarité, de casser l'attachement au quartier. C'est comment est-ce que les acteurs peuvent orienter ces qualités qu'ont les jeunes. Les orienter dans une direction qui soit positive et qui bénéficie à l'intérêt général et surtout qui entrave pas leur vie sociale et leur parcours et leur avenir à eux ou à leurs proches. Ces jeunes dont je vous parle, c'est pas des monstres. C'est pas des monstres, ça reste des enfants, des adolescents, mais qui sont dans un système de contraintes, d'engrenage, de dynamique, de bande, d'une logique de rue, d'injonction au défi, qui les amène à sauver la face, à garder la face et à exister dans ce milieu-là. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, notamment dans toute la première partie. J'ai essayé de montrer ça dans le prologue. Je raconte une histoire à partir d'un dossier judiciaire, d'un drame, et j'ai essayé de transmettre ça, de montrer que c'est terriblement banal comme profil. Voilà, c'est terriblement banal comme profil. Ça rassurait tout le monde de se dire, oui, c'est des monstres qui viennent. Non, pour leurs enfants, pour les parents, c'est leurs enfants. Tout le monde s'effondre, tout le monde fait face au drame avec la même surprise, le même dénuement, quoi, la même sidération. Donc, non, la question c'est comment est-ce qu'il est possible d'orienter ça positivement. Pendant le premier confinement, durant les premières vagues de pandémie, pendant le premier confinement, il y a beaucoup de quartiers qui ont été un peu abandonnés, qui ont dû se débrouiller eux-mêmes. Beaucoup d'habitants qui ont été abandonnés, qui ont dû se débrouiller eux-mêmes. Moi, j'ai vu ça dans pas mal de quartiers. Enfin, j'ai vu ça, on m'a envoyé les photos. Je vivais à l'étranger, moi, pendant le premier confinement. Et en fait, ces mêmes jeunes, dans les rivalités, on les a retrouvés, tous leurs mécanismes d'entraide, leur logique de solidarité, l'esprit collectif, on l'a retrouvé dans l'organisation de maraudes, de collecte, de distribution alimentaire, ou dans des projets de solidarité internationale, etc. Donc c'est des jeunes qui ne sont pas sans qualité. C'est des liens qui sont intéressants, qu'ils peuvent avoir entre eux, qui ne sont pas totalement condamnables, mais qui sont utilisés dans le cadre des embrouilles, dans une espèce de suicide social et scolaire. Et surtout, un des arguments, moi je pense, un des arguments quand je discute avec eux qui les pique un peu, c'est quand je leur dis ok, toi tu es rentré dans les embrouilles, mais pourquoi est-ce que tu rentres ta mère dans les embrouilles? Elle n'a rien demandé. Pourquoi tu rentres ta soeur dans les embrouilles? Pourquoi tu rentres tes voisins? Tu veux défendre l'intérêt du quartier? Pourquoi tu mets les quartiers dans les embrouilles? C'est-à-dire tu te mets en grande difficulté. Et en fait, eux, ils ne pensent que leur engagement personnel et individuel en pensant que les conséquences ne vont les toucher qu'eux. Mais quand on discute un peu, on prend le temps et on leur montre que les conséquences sont beaucoup plus larges que ça et qu'ils engagent pas que leur personne, mais leur famille et d'autres, c'est le début d'une espèce de discussion. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que, pour conclure, c'est que cette forme d'attachement au quartier, là, très conflictuelle, ça repose sur ce que l'anthropologue David Lepoutre appelle le nationalisme de cage d'escalier. Et le nationalisme de cage d'escalier, c'est en fait une identité sociale territoriale qui prend comme niveau de référence le bout de quartier ou le quartier auquel on s'affilie. Bon. L'identité communale est moins forte. On voit bien à Mantes-la-Ville, deux quartiers de Mantes-la-Ville qui s'opposent. Ils pourraient être unis par une même identité communale. Elle est moins pertinente que l'identité quartier.
Je ne vous parle même pas d'identité départementale, régionale. Et l'identité nationale, c'est un rapport très contrarié. Comment le récit national peut se faire contre ces jeunes, et comment ces jeunes peuvent se construire contre le récit national aussi. Je fais très vite là, mais c'est un rapport qui est contrarié. Donc, il n'y a rien qui vient concurrencer la puissance de l'identité de quartier. Et la puissance de l'identité de quartier, elle vient du fait qu'il y a toute cette histoire commune, mais c'est aussi une histoire qui a été transmise par les générations précédentes et qui s'est transmise hyper efficacement. Très efficacement. Si vous avez des enfants qui sont en âge primaire, regardez ce qu'il y a écrit sur leurs trousses. Les trousses, hein, c'est un domaine de l'identité sociale. On a tous eu des trousses. Vous avez écrit quoi quand vous étiez en primaire sur vos trousses? On écrit plein de choses. Moi, perso, il y avait écrit Allez l'OM, il y avait écrit des trucs comme ça. Maroc. Ouais, Maroc, identité marocaine, machin. Donc c'est des éléments d'identité nationale. Il y en avait d'autres qui mettaient un cœur pour montrer leur couple, d'autres qui mettaient... et puis il y en a beaucoup qui mettent leur identité de quartier.